Du jamais vu, des milliers de gendarmes qui manifestent à Marseille, mais aussi pour la toute première fois à Paris. Ils sortent de leur devoir de réserve, un mouvement qui prend une véritable ampleur. La capitulation de Kandahar signe la chute du régime des talibans, un régime qui n'existe plus, proclame le nouveau chef du gouvernement intérimaire. Le Mollah Omar aurait fui, pas de trace non plus de Ben Laden. La 15e édition du Téléthon a commencé il y a tout juste une heure sur France 2, un marathon de 30 heures avec comme maître d'œuvre Sophie Davant et Patrice Laffont. La marraine cette année, Jane Birkin. Un mot d'ordre, accélérons. Et puis un film à vous couper le souffle, Le peuple migrateur de Jacques Perrin, un voyage initiatique au pays des oiseaux, la force d'un opéra, la puissance d'un documentaire, 4 années de tournage, un véritable tour de force. Nous en parlerons avec Jacques Perrin qui est en direct de Dijon avec nous. Madame, Monsieur, bonsoir. À la veille de la réunion prévue avec le ministre de la Défense, la détermination des gendarmes se renforce, quelles qu'en soient les conséquences. Ils bravent l'autorité, sortent de leur devoir de réserve, du jamais vu, et se serrent les coudes. Tout faire pour améliorer leurs conditions de travail, comme à Marseille où près de 5000 gendarmes se sont retrouvés sur le pavé, demandant une réponse rapide à leur ministre. Une manifestation en uniforme, au son des gyrophares, avec ce qui pourrait servir de mot d'ordre. Pas un simple coup de gueule, mais un réel mal de vivre. Zindine Boudaoud, Patrice Bucher. La cavalerie à la rescousse. Des milliers de gendarmes, en renfort des centaines déjà arrivés à l'état-major marseillais. L'accueil est chaleureux, la mobilisation est un succès. Les gendarmes de 11 départements du Midi réclament les mêmes avancées obtenues par les policiers. Je viens d'avoir un rapport du ministère de l'Intérieur signé Daniel Vaillant concernant les propositions accordées à ces fonctionnaires de police. Ils ont négocié, disons, pour pas dire moins, en un mois, ils ont obtenu à peu près ce qu'ils veulent. Et nous, gendarmes qui négocions depuis 89, voilà ce que nous avons eu. Nous avons eu depuis 89, c'est-à-dire rien. Motards, gendarmes mobiles, territoriaux, enquêteurs, ils sont entre 4000 et 5000 à être sortis de leur caserne. La hiérarchie est désarçonnée par l'ampleur de la protestation. Elle tente en vain de calmer ses troupes. En attendant, je vous demande de retourner dans vos unités. Il faut faire preuve. Des sifflets qui trahissent l'impatience des gendarmes. Ils exigent l'équivalent d'un 13e mois de solde dès le 1er janvier prochain, une façon de compenser les heures supplémentaires non récupérées. Une motion transmise au ministère de la Défense, mais ce n'est pas tout. Nous demandons des effectifs, nous demandons une revalorisation de nos salaires, nous demandons du temps de repos supplémentaire, nous demandons des équipements pour assurer la sécurité des citoyens et notre sécurité. Seule condition pour rentrer dans le rang, que les voix de ces militaires soient entendues. Tout aussi impensable il y a encore quelques semaines, cette manifestation, cette fois-ci dans la capitale même, c'est une première. Les gendarmes, tous des sous-officiers, se sont retrouvés non loin de l'Étoile, encadrés par les CRS. Reportage Christelle Bertrand, Jean-Paul Miotto. Les Invalides, voilà un mot et un lieu symbole pour des gendarmes en manque de moyens et d'effectifs. Les Invalides, c'est aussi la dernière étape d'un jeu de piste, grandeur nature. Casse départ, Sergi, une petite poignée de gendarmes échafaudent au téléphone la suite des événements, bien décidés à ne pas céder, même au colonel. Vous voulez pas venir à la caserne? Non. Ils préfèrent descendre sur Paris. Tous les chemins sont bons pour y arriver et rejoindre leurs collègues d'Île-de-France, Porte-Maillot. Des gendarmes par centaines, tous atteints du même virus, vont officiellement chez le médecin. En passant par les Champs-Élysées comme par hasard. Comme on est Porte-Maillot, il se trouve que les Champs-Élysées sont juste en face. C'est le chemin le plus court, on passe par les Champs-Élysées. Mais la porte des Champs-Élysées est gardée, fermée à double tour par les CRS. Un face-à-face inédit et courtois. Les gendarmes font alors demi-tour, encadrés par la police, direction la Légion d'Île-de-France, hôtel des Invalides. Là, une petite délégation est reçue par le général de corps d'armée. Le grade impressionne. Qu'on ne soit plus, en prenant des exemples tout bêtes, obligé de se servir de nos téléphones portables personnels. Le général va même aller à la rencontre de ses troupes. Le message est reçu, sans plus. Si toutes les réponses ne sont pas apportées et ne nous satisferont pas, on reviendra. Les gendarmes ont bravé l'interdit et brisé un tabou. Ils se sont manifestés, ils espèrent avoir été entendus.
Les gendarmes, en effet, ont bien conscience d'être dans l'illégalité, mais à Paris ou à Marseille ou encore à Bordeaux, cet après-midi, ils ont défilé sirènes hurlantes, déposant symboliquement les clés de leur appartement en réponse à Lionel Jospin qui avait affirmé qu'ils étaient logés. Là aussi, plusieurs milliers de sous-officiers qui ont entamé la Marseillaise, d'autres mouvements aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Les chiffres sont encore plus parlants. Depuis mardi dernier, près de 24 000 gendarmes ont manifesté en France, soit plus de 2 gendarmes sur 10. La plupart sont des gendarmes départementaux et ces évaluations montrent à elles seules l'ampleur du mouvement qui est bien davantage qu'une simple poussée de fièvre. Voyons maintenant quels sont les risques qu'encourent les gendarmes en défiant leur hiérarchie. Voici donc en théorie les sanctions prévues. Olivier Caroff s'est armé de patience pour retrouver les textes qui évoquent les poursuites en cas de manifestation. Reste à voir encore si elles seront appliquées. C'est la tactique du gendarme pour éviter les sanctions. Elle a été inaugurée ici, à Montpellier, lundi dernier. Ce matin, nous nous rendons tous consulter le médecin à la caserne de gendarmerie avenue de Lève à Montpellier. Vous souffrez de quoi? D'un malaise. Officiellement, donc, il respecte une loi qui s'applique à tous les militaires, l'interdiction absolue de manifester. Mais la grosse astuce de la visite médicale risque de ne pas suffire à éviter les rigueurs du règlement militaire. Depuis 1975, un décret prévoit 400 cas de punitions différents, parmi eux l'organisation d'une action collective, quelle qu'elle soit. Le tarif jusqu'à 40 jours d'arrêt ou un blâme, ça n'est pas amnistiable et ça freine l'avancement. C'est d'ailleurs ce qui pourrait bien arriver à quelques hommes de la garde républicaine. Il y a un mois, ce corps d'élite donnait le coup d'envoi de la grogne des gendarmes. En pleine cour de l'Élysée, lors d'une répétition, ils refusaient de présenter les armes du jamais vu. Contrairement aux rumeurs qui enflent dans la gendarmerie, ils n'ont pas été sanctionnés, en tout cas pas encore. Au ministère de la Défense, on dit ce soir que l'heure reste au dialogue. Et le débat prend une tournure forcément politique autour de la question du statut militaire des gendarmes. Faut-il ou non le maintenir? Quelle doit être leur autorité de tutelle? Autant d'interrogations qui n'ont pas la même réponse à droite qu'à gauche. Arnaud Boutet. Pour la première fois, ils manifestent devant leur propre état-major. Voici les mêmes gendarmes au même endroit lors d'une cérémonie militaire. Fin du garde à vous donc, la grogne des képis oblige le gouvernement à rouvrir la négociation. Mais à gauche, comme à droite, plusieurs responsables politiques condamnent les actions dans la rue. Pour Lionel Jospin, pour Alain Richard, le ministre de la Défense, le statut des gendarmes doit rester militaire. À droite, Nicolas Sarkozy préconise un seul commandement pour toutes les forces de sécurité. Le statut des gendarmes est un statut militaire auquel ils sont attachés et où personne ne touchera à ce statut. La question cependant se pose de savoir pourquoi les 3 forces de sécurité en France dépendent de 3 ministères différents et de 3 ministres concurrents. Alors, votre réponse ? Ça ne coûte pas un centime que de prévoir un commandement commun, une harmonisation de nos forces de sécurité. Nous y gagnerons en efficacité. Pour François Hollande, la solution passe par plus de moyens, plus d'effectifs. Il faut absolument qu'on garde cette spécificité française qui permet de couvrir tout le territoire, mais aussi de mieux coordonner les efforts. Vous savez, il ne faut jamais penser qu'il suffit de bousculer une structure ministérielle pour résoudre les problèmes de sécurité. Pour résoudre les problèmes de sécurité, il faut plus de moyens, plus de présence, plus d'effectifs. Les gendarmes doivent-ils se syndiquer? Pourquoi pas, avancent timidement les Verts et le Parti communiste? Des syndicats de gendarmes? Au PS, Julien Drey se dit pour, au gouvernement, Alain Richard est contre. Il le rappellera demain à tous les gendarmes. Et qu'en pensent les jeunes recrues, celles qui sont actuellement en cours de formation? La réponse de ces futurs sous-officiers qui ne semblent pas avoir conscience des difficultés ou des servitudes du métier. L'exemple à Chaumont, en Haute-Marne, dans l'un des 5 instituts de formation de sous-officiers de la gendarmerie. Reportage, Éric Lemasson, Bruno Livertou. C'est leur dernier jour d'école. Avec la remise officielle de leur galon, les voilà désormais gendarmes. Ils entrent dans la carrière quand les aînés sont dans la rue. Mais la 388e promo de l'école de Chaumont ne partage guère l'amertume et le désarroi ambiant. Les nouvelles recrues débordent encore d'enthousiasme. En arrivant jeune gendarme, je pense qu'il faut déjà essayer de donner le meilleur de soi en arrivant, se fondre dans l'unité et ensuite on verra les problèmes à l'avenir. On l'a choisi en entrant quand même, les horaires, on savait que c'était difficile au départ. Donc voilà, on a signé, on sait pourquoi au départ.
Ils ont certainement une idée imprécise. Ils sont issus du milieu civil. Ils viennent chez nous motivés pour exercer un métier passionnant, mais ils ne mesurent pas sans doute toutes les contraintes. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, veuillez arrêter le contact. 600 élèves, garçons et filles, passent par cette école chaque année. 10 à 12 mois de formation intensive pour se familiariser aux rudiments d'un métier qui s'apprend aussi sur le tas. Quant à la vie de gendarme avec ses contraintes, notamment familiales, cela ne s'apprend pas, cela s'accepte. Les mœurs d'aujourd'hui ont évolué et les jeunes gendarmes ont de plus en plus de mal à apprécier les qualités du métier de gendarme et également des contraintes. Moi je suis gendarme à Dijon, à côté de Dijon, et c'est mon fils. Nous sommes gendarmes tous les deux. Nous sommes gendarmes tous les deux. Qu'autrefois, les gendarmes acceptaient tout en se taisant. Voilà, on se taisait, on n'avait droit que de se taire. Maintenant, on ne se tait plus. Et qu'est-ce que vous dites à votre fils? Bon courage mon gamin, et on l'aura. Les gamins en question rejoindront demain leur première affectation. La révolte, ils ne cherchent donc pas encore à la comprendre, car ce serait commencer à désobéir. Et en écho aux manifestations des gendarmes, voilà que les policiers s'y remettent. Près d'1 millier d'entre eux en civil ont fraternisé avec les gendarmes dans le centre de Paris qui tentaient de les bloquer. Puis lors d'un sitting, de nombreux manifestants ont déposé leurs cartes d'électeurs dans des urnes transparentes qui seront amenées la semaine prochaine au président de l'Assemblée nationale. Et puis dans les rangs, on murmurait l'idée d'une manifestation commune gendarmes-policiers le 16 décembre prochain. L'autre titre qui se partage l'actualité aujourd'hui, la proclamation de la fin du régime des talibans. C'est Hamid Karzai, le chef du nouveau gouvernement intérimaire, qui l'a annoncé. Les talibans ont donc perdu leur dernier bastion avec la capitulation de Kandahar, même si quelques combats sporadiques se poursuivent à l'heure qu'il est. Reste une forte résistance à l'est du pays, dans la zone de Tora Bora, où se trouvent les combattants d'Al-Qaïda. Paul de Genève. C'est le dernier front. 2000 moudjahidines à la recherche d'Oussama Ben Laden et de ses mercenaires étrangers. Selon des témoignages, les combats sont extrêmement violents. Ce soir, les forces anti-talibans annoncent contrôler les principales grottes de Tora Bora. Mais pour l'instant, aucune trace du milliardaire saoudien. Cette région du nord-est de l'Afghanistan est truffée de grottes. Certains chefs locaux affirment que Ben Laden a quitté ces montagnes, se cachant dans une autre vallée, voire au Pakistan. D'autres affirment au contraire qu'il serait toujours là, dans une grotte encore inexplorée, ou peut-être déjà détruite par l'aviation américaine. Les bombardiers lourds B-52 pilonnent sans relâche ces montagnes, même si à Washington on reconnaît n'avoir aucune certitude sur la présence de Ben Laden ici. Ces bombardements n'épargnent pas les civils, près de 80 auraient été tués. Filmés par un caméraman amateur des familles qui fuient les combats. Les moudjahidines sont là, dans chaque ferme. Et ici, sous ce tas de foin, 2 voitures, peut-être appartiennent-elles aux hommes de Ben Laden. Pour le savoir, ces moudjahidines les fouillent. Ils ne trouvent que cette photo de femme. Ils interrogent alors le fermier. Il tarde à répondre. Il ne devra son salut qu'à la présence de la caméra. Du moins pour l'instant. On ne sait pas où se trouve Ben Laden. Peut-être est-il seulement à quelques kilomètres de ces hommes. Mais ici, chaque kilomètre prend une autre dimension. Et oui, en direct de Jalalabad, tout près de Tora Bora, Philippe Rochaud, avec donc cette éternelle question dont la réponse semble variable au fil des heures. Où se cache Ben Laden ? Écoutez, le commandant Zaman, qui dirige les opérations anti-talibanes contre la région de Tora Bora, est persuadé que Ben Laden est bien à Tora Bora. Et s'il n'a pas réussi à s'échapper, il ne pourra pas le faire en ce moment, puisque les cols sont enneigés à partir de 3000 mètres d'altitude. Or, pour passer au Pakistan, il faudrait qu'il gravisse des cols qui dépassent l'altitude de 4000 mètres. Le commandant Zaman a quand même quelques difficultés à avancer. Il avance quand même de plusieurs kilomètres par jour, mais il estime qu'il lui faudrait au moins 4000 hommes pour arriver à prendre tout ce réseau de cavernes. Aujourd'hui, il a réussi à occuper un labyrinthe où il n'y avait personne à l'intérieur, en tout cas pas de chef taliban, juste quelques civils. Il faut dire qu'il y a un problème très important qui se pose ici, c'est celui des familles des combattants arabes qui se battent aux côtés des forces d'Al-Qaïda et qui sont un peu perdus dans ces labyrinthes et dans ces cavernes. Donc finalement, l'offensive va continuer. L'étau se resserre autour des combattants qui commencent à se rendre. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais cela pourrait prendre tout de même un certain temps, vu les conditions très difficiles du terrain. Merci Philippe Rochaud. Jacques Chirac, qui se trouvait à Belgrade, a réagi à la chute de Kandahar, stigmatisant le régime des talibans fondé sur la terreur. Le chef de l'État a par ailleurs affirmé que les terroristes devraient rendre compte de leurs actes. Nous l'écoutons.
La chute du régime des talibans, appelez-la capitulation ou autrement, cette chute rapide confirme que le régime archaïque qu'il représentait n'avait pas de soutien populaire. Il était fondé sur la terreur, sur l'oppression des hommes, sur l'humiliation des femmes. Il bafouait la dignité humaine. Il représentait ce contre quoi la France, l'Europe se sont toujours battus. Et Jacques Chirac s'est prononcé contre toute amnistie du Mollah Omar. Si l'on ignore où se trouve Ben Laden, on ne sait donc pas davantage où est passé le Mollah Omar. Il aurait réussi à fuir avant l'arrivée des troupes de l'opposition. Le Mollah Omar, décidément un homme insaisissable. On ne dispose que de quelques vagues photos. On ne connaît pas grand-chose sur le chef suprême des talibans. Je vous propose à Kaboul de découvrir ce témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Olivier Robert. Il s'agit d'un homme qui a côtoyé le Mollah Omar et qui n'est pas taliban. Voici ce qu'il en dit. Mohammad Sharef, c'est l'homme qui a vu l'homme. Pendant 2 ans, cet artisan maçon a travaillé chez le Mollah Omar à Kandahar. Il retapait sa maison. Et du chef des talibans, il se souvient comme d'un type perpétuellement en colère. Il est grand, avec une barbe clairsemée, il est borgne, mais ce n'est qu'un homme, juste un homme. À mon avis, c'est plus un gardien de troupeau qu'un meneur d'hommes. À Kandahar, il avait 4 vaches et ces vaches l'occupaient du matin jusqu'au soir. Autrement, il arrosait les fleurs, les plantes, lui-même. Le vrai travail était toujours fait par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'avait même pas de bureau. Mais il avait beaucoup d'argent. Et c'était lui qui payait. Mohammad Sharef a aussi sa petite idée sur l'endroit où se cache aujourd'hui le Mollah déchu. Il y a un tunnel à Kandahar. Autrefois, il servait à amener l'eau. Mais je sais qu'aujourd'hui, il est à sec. Je suis sûr qu'il y vit, que c'est là qu'il se planque. Maintenant que Ben Laden est loin de lui, il n'a plus les moyens de résister. Il doit se rallier ou se rendre. Il n'a plus le choix, ni personne pour le protéger. Visiblement, Mohammad n'a plus peur de son ancien patron et même le barbichu de Kandahar le fait rire. Décidément, la page est tournée. Et ce 7 décembre 2001, 2 mois précisément après le début de la riposte américaine, le régime de Kaboul n'a plus de tête ni de troupes. La chute de Kandahar marque la fin du règne taliban. Plusieurs années de terreur que nous rappelle Florence Mavic. Il les étouffa sous une chape de plomb durant 5 ans. Les femmes, les enfants, les hommes. Mais du Mollah Omar, chef suprême des talibans, les Afghans ne connaissaient que la voix. Une voix lointaine qui promettait l'apocalypse à l'Amérique. En 96, ce petit mollah de village devenu commandeur des croyants s'arroge le droit de vie et de mort sur le peuple afghan. Et ce, au nom d'un idéal, l'instauration de l'émirat islamique le plus pur au monde. Mollah Omar peut compter sur une armée de dévots, les talibans. Ces étudiants en théologie que l'on croirait tout droit sortis du Moyen-Âge, si ce n'étaient leurs armes. Les talibans avaient promis la paix, ils ont semé la terreur et détruit l'économie du pays. Pour les Afghans, le cauchemar de ces 5 dernières années porte un nom. Ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice. Dans ces registres, soigneusement calligraphiée la souffrance des habitants. Leur quotidien, une longue litanie d'interdits. Plus de musique, de télé, de radio. Plus d'alcool ni d'images, plus d'école pour les filles. Ce sont les femmes qui paient le plus lourd tribut. Du fouet à la pendaison, les châtiments pleuvent. Dans son application forcenée de la charia, Mollah Omar ira même jusqu'à réduire en poussière un trésor du patrimoine mondial, les Bouddhas de Bamiyan. Mollah Omar se croit invincible. Mollah Omar héberge depuis 1996 son ami Ben Laden qui finance ce régime de terreur. Un ami qui va causer sa perte et celle des talibans.
La tension est loin d'être retombée au Proche-Orient. Nouvelle représailles de l'armée israélienne après une courte pause. La nuit dernière, de nouveaux bombardements ont touché le quartier général de la police à Gaza, qui abritait, selon les autorités de l'État hébreu, une fabrique d'obus. Par ailleurs, les funérailles d'un militant du Hamas ont été l'occasion de manifestations anti-Arafat. Reportage Gérard Grisbeck, José Boulestès. L'heure de la prière devant la grande mosquée de Gaza. Cet après-midi, l'imam condamnait bien sûr le raid israélien de la nuit dernière, mais aussi les affrontements interpalestiniens de ces derniers jours. Des affrontements qui ont fait un mort, un militant du Hamas tué par la police de Yasser Arafat. L'enterrement a été l'occasion d'une grande démonstration de force du mouvement islamiste qui accuse Yasser Arafat de céder aux injonctions d'Israël. Notre voix, c'est la guerre sainte, scandait la foule. Notre mouvement, c'est le Hamas. Et puis le cortège funèbre passe devant un bâtiment de la police de Yasser Arafat. Spontanément, des dizaines de jeunes jettent des pierres. Les policiers palestiniens ne bougent pas, ils restent enfermés dans les locaux. Yasser Arafat est parti en Cisjordanie, il ferait mieux de revenir ici pour combattre vraiment Israël. Pour beaucoup de Palestiniens, le choix de Yasser Arafat de quitter Gaza pour Ramallah est assimilé à une désertion. Et ce, alors que le quartier général de la police palestinienne n'est plus qu'un vaste chantier de gravats, après un bombardement de l'aviation israélienne la nuit dernière qui a fait 18 blessés. Yasser Arafat est maintenant attaqué des deux côtés, par les Israéliens qui considèrent qu'il ne lutte pas assez contre le terrorisme et par les islamistes qui pensent qu'il brise l'unité des Palestiniens. Et puis à l'instant, cette déclaration de Yasser Arafat, jetant la main au peuple israélien pour la paix, dans l'intérêt de nos enfants et des siens, a pu dire le président palestinien, donc de l'autorité palestinienne, je suis prêt à appliquer tous les accords qui ont été conclus avec Israël. En Corse, le dernier jour du procès des paillotes, les dernières plaidoiries, cette fois-ci, parole aux avocats de la défense de Bernard Bonnet. Reportage Stéphane Bretner, Alain Poirier. La prestation de Bernard Bonnet s'est terminée cet après-midi, sans un mot. Il est loin le temps des certitudes, le temps des sourires, des phrases choc lorsqu'il parlait des barbouzeries de Matignon. C'était le premier jour du procès, quand l'ex-préfet de Corse promettait des révélations. Ces révélations, le tribunal ne les entendra jamais. Aujourd'hui, les deux avocats ont tenté d'inverser la tendance. Dans leur plaidoirie, ils invoquent l'absence de preuves matérielles, les hypothèses que l'on a pris pour des certitudes. Non, disent-ils, Bernard Bonnet n'a pas donné l'ordre d'incendier la paillote. Non, Bernard Bonnet ne peut pas être condamné puisque cette paillote était illégale. La seule chose qu'on lui reproche, semble-t-il, c'est sa personnalité. Sa personnalité dérange, c'est pour ça que je l'ai abordé à nouveau cette fois-ci. Mais si on le condamne pour sa personnalité, ça s'appelle un délit de faciès. Bernard Bonnet a bien irrité le tribunal avec, comme l'a appelé le président, son sourire narquois. Une personnalité que les psychologues n'ont pas pu analyser, c'est le seul prévenu à avoir refusé de se soumettre aux expertises médicales. Et les gendarmes et les policiers s'invitent dans la campagne électorale, celle d'Alain Madelin qui a souhaité aller aujourd'hui à leur rencontre. Alain Madelin qui était à Chartres. Laurence Ostalazza, Sylvain Douba. Là, vous avez beaucoup de voitures brûlées, là, ici, là ? On en a eu quelques-unes, là. Alain Madelin sait utiliser la conjoncture. Sécurité, justice sont plus que jamais ses deux principaux axes de campagne. Visite au pas de charge à Chartres, mairie dernièrement conquise par son parti. Antenne de police d'un quartier sensible, plus de photographes que de policiers. Le candidat affiche son soutien aux forces de l'ordre. Un policier qui se trouve outragé, caillassé, insulté, il doit y avoir une réponse immédiate et très ferme de la justice. La réponse, c'est le déferrement devant la justice pour tout manque de respect. Un message de fermeté bien accueilli par les policiers et les gendarmes de Chartres, d'autant qu'Alain Madelin va plus loin à propos de la mission des forces de l'ordre. S'agissant de la gendarmerie et des CRS, les forces mobiles doivent être partiellement réaffectées à la sécurité quotidienne des Français. Tant qu'il n'est pas propriétaire, il casse. Il faut rendre les gens propriétaires. Accession à la propriété pour les habitants des cités, lutte contre la délinquance. Pour Alain Madelin, le libéralisme n'est pas la priorité du moment, car l'heure est au débat sécuritaire et l'objectif est de décoller dans les sondages. Vous savez que vous avez un arrêté contre les pitbulls, hein.
Laurent Fabius paye de sa personne, il paye comptant en euros. Le ministre de l'économie était aujourd'hui dans le métro parisien, dans un village de l'euro, destiné à familiariser les voyageurs à la monnaie unique. L'occasion de tester ses connaissances et de lui poser quelques questions, quelques colles. Céline Crespi lui a d'abord demandé combien coûtait un ticket de métro en euros. Ça fait 1,30 € et un carnet, ça fait 9,30 €. Et la carte orange zone 1, zone 2? Oh là là, alors là c'est plus compliqué. Hein. Le président de la RATP, vous savez, vous? La carte orange. Moi je sais les tickets. Moi je sais les carnets de tickets aussi. Les cartes oranges, il y a à peu près. En euros, moi je vous le demande. Comment ça fait en euros? Le lancement d'un satellite franco-américain en Californie, il s'appelle Jason, il est de fabrication française et permettra de mieux observer les phénomènes climatiques, les mouvements des océans et d'améliorer les prévisions météorologiques. Revenons à présent sur l'assassinat en Amazonie du navigateur Peter Blake. L'enquête s'oriente vers différentes pistes alors que l'émotion est considérable en Nouvelle-Zélande où est né Peter Blake. Reportage Christophe Duchéron, Diane Richard. Des fleurs et des mots pour dire sa tristesse et son chagrin. C'est un peu comme si les Néo-Zélandais avaient perdu quelqu'un de proche, car Peter Blake était plus qu'un marin, plus qu'un sportif au palmarès exceptionnel. Il était un symbole. C'est un jour tragique pour toute la Nouvelle-Zélande, et pas seulement pour le monde de la voile. Le pays a perdu l'un de ses héros, et nous n'en avons pas beaucoup. Nous sommes un petit pays, nous avons perdu l'un des plus grands. Au Brésil, l'enquête progresse vite puisqu'aujourd'hui la police fédérale de Macapá a procédé à l'arrestation des auteurs présumés de l'assassinat, 7 personnes au total. Des pirates de sinistre réputation qui attaquent les cargos de marchandises sur l'Amazone et volent du matériel. Peter Blake terminait une mission scientifique longue de 2 mois. Un journaliste français du Figaro, Yves Miseret, était la semaine dernière en compagnie de célèbres marins néo-zélandais. Il y avait de quoi s'inquiéter. Peter a dit à ceux qui suivaient l'expédition à Londres, leur dernière communication téléphonique, c'était pour dire que Peter se sentait suivi par des pirates et qu'il n'était pas prêt à se laisser faire. Écologiste fervent et marin couronné de presque tous les succès, comme ici à Auckland, fêté pour avoir remporté la Coupe de l'America, Peter Blake était un homme admirable et charismatique. Football, le Paris Saint-Germain battu hier soir au tir au but par les Glasgow Rangers a été éliminé de l'UEFA. Lille s'est qualifié facilement en battant pour la 2e fois 2-0 les Italiens de la Fiorentina et c'est Lyon qui a réussi l'exploit, battu 4-1 par Bruges à l'aller hier soir. À Lyon, ils ont gagné 3-0, 3 buts du Brésilien Anderson, dont un dans les arrêts de jeu. Depuis plus d'1 heure maintenant, a démarré sur France 2 la 15e édition du Téléthon avec, comme chaque année, l'appel à la générosité des Français, tout faire pour arriver à battre un nouveau record. L'argent est bien le nerf de la guerre pour combattre toutes les maladies génétiques. C'est grâce à votre solidarité que l'on a pu installer, par exemple, ces centres de consultation pluridisciplinaires dans les hôpitaux, un système qui améliore le suivi du malade, comme le montre ce reportage de Delphine Orviller et Frédéric Pasquette. Allez, tu gonfles à fond. Cet exercice respiratoire, Maxime le connaît bien. Depuis 10 ans, il vient 1 fois par an dans ce centre de consultation. Maxime est atteint d'une maladie musculaire rare, une déficience génétique découverte par hasard qui ne bouleverse en rien son quotidien mais nécessite un suivi particulier. Des centres comme celui-ci où il rencontre pneumologues, cardiologues, kinésithérapeutes, il en existe une 60aine en France. C'est une simplicité à la fois pour les familles et pour nous-mêmes. Nous pouvons ainsi avoir tout le point sur chaque organe de l'enfant et puis déterminer la meilleure prise en charge. Ça te grandit, hein? Ici, tout le monde connaît Maxime. Il vient depuis qu'il est tout petit et chaque fois, c'est un peu lui, le roi de la journée. Je trouve ça assez marrant. En plus, il est grand l'hôpital. Pour ses parents, chacune de ces visites est un nouvel espoir. On vient faire des contrôles. En espérant aussi qu'un jour il trouve un remède à son problème. C'est-à-dire que peut-être que cette déficience va être solutionnée un jour ou l'autre par une découverte faite par un scientifique. C'est précisément le rôle de ces centres, être un lien privilégié entre les chercheurs et le malade pour qu'ils puissent bénéficier au plus tôt des avancées de la science.
Et nous retrouvons tout de suite en direct de la Villette Patrice Laffont aux côtés de la marraine de ce Téléthon qui n'est autre que Jane Birkin. Bonsoir, chacun donc retrousse ses manches. C'est parti pour 30 heures d'antenne, Jane. 30 heures d'antenne, Jane, disait Béatrice, c'est vrai, hein, 30 heures d'antenne. Ouais, 30 heures d'antenne où on espère tellement que les gens vont donner comme ils ont fait tous les autres années. Je me suis dit que cette année qui était tellement moche, où on était témoin de tellement d'horreurs sur la télévision, avec un sentiment d'impuissance, eh bien, là, je sais que les gens qui profondément veulent être impliqués peuvent finalement montrer qu'ils sont généreux comme ils étaient les autres années. Donc, je compte sur eux et je croise les doigts. Et je sais que tous les chercheurs et les enfants qui nous regardent espèrent en vous ce soir et demain soir. Et jusqu'au dimanche 2h du mat. Vous nous avez entendu, Béatrice? Oui, oui, bien sûr. Nous, non seulement on vous entend, mais on vous suit et on sera évidemment à vos côtés. On espère que les téléspectateurs seront très nombreux à vous regarder et évidemment à donner dès ce soir à la fin de ce journal. Ça a bien commencé déjà. Mais tant mieux. Merci. Merci à vous. C'est un véritable événement, la sortie sur les écrans mercredi prochain du Peuple migrateur. Une nouvelle odyssée signée Jacques Perrin qui est en direct avec nous. Après Microcosmos et l'Infiniment Petit, cette fois-ci Jacques Perrin nous emmène au pays des oiseaux. Nous en parlerons dans un instant avec lui. Mais d'abord, place aux images, des années de travail, de patience, d'astuces pour ce rêve qui devient réalité, accompagner les oiseaux dans leur périple. Marie-Jo Join. Mystère de la nature. Depuis la nuit des temps, des milliards d'oiseaux migrateurs suivent chaque année des chemins immuables, parsemés d'embûches. Montagnes, océans, déserts, rien ne les arrête. Volant nuit et jour, cols verts, oies des neiges, pélicans, cigognes ou grues cendrées rejoignent le lieu où ils se reproduiront, leur terre promise. Un combat pour la vie que Jacques Perrin nous fait découvrir à travers leurs yeux. Quel que soit le niveau de connaissance, le niveau de compétence, vous êtes touché, vous êtes ému par des scènes que vous ne connaissez pas, des comportements que vous ne connaissez pas, à différents niveaux de connaissance. À force de les regarder voler, nous-mêmes, on devient quelque part oiseaux. On s'imbrique dans leur vol, et de telle manière à avoir, comment dirais-je, une cohésion, presque une osmose par rapport à leur vol. Pas un mot, juste la magie de l'image et la musique du compositeur de Microcosmos, Bruno Coulet, pour orchestrer ce ballet des grues du Japon. Le but, je crois, était, de dépayser, de voir un certain nombre de paysages fabuleux, mais aussi de prendre conscience du risque de la vie et de l'engagement que représente chacune de ces migrations. Et je crois que ça, c'est à la portée de tout le monde. Qu'ils soient émouvants, somptueux ou insolites, comme ces grèves de l'Ouest, on ne pourra jamais plus regarder les oiseaux de la même façon. L'émotion est forte et nous transporte au-dessus d'une planète dont les frontières ont disparu. Et que dire de l'incroyable exploit qui a permis de mettre en image le mouvement migrateur des oiseaux. Les chiffres donnent le vertige, 4 ans de travail, 300 heures tournées, 450 km de pellicules utilisées pour n'en conserver qu'une infime partie, des semaines, des mois parfois, des années pour mettre en boîte une seule prise. Marie-Jo Join. Un tournage qui relève de l'exploit. 4 ans de travail, 40 pays traversés, 7 équipes différentes dispersées sur les continents. 450 km de pellicules tournées. Mais l'essentiel a sûrement été d'imaginer et de créer toutes sortes de machines pour filmer les oiseaux migrateurs. ULM avec champ de vision panoramique pour voler au cœur des oiseaux ou ballon à plateforme pour les cigognes du désert. Les oiseaux sont joueurs et parfois capricieux. La difficulté qu'on a avec les oiseaux, c'est qu'on ne peut pas leur expliquer à l'avance, on ne peut pas leur montrer le storyboard de ce qu'on veut faire.
même si on a envie de les emmener dans une direction, c'est pas forcément nous qui les emmenons. Des fois, c'est eux qui nous emmènent et il faut ajuster en cours de vol. Des pilotes qui deviennent oiseaux pour guider les chefs opérateurs. On avait 2 ULM, un ULM de prise de vue et un ULM dit d'entraînement. L'ULM d'entraînement décollait avec les oiseaux et en vol, on se les passait, c'est-à-dire qu'on allait vers le lieu de tournage qu'on avait choisi, où on les appelait et puis après ils nous suivaient. Action! Des oiseaux sauvages, mais aussi des oiseaux familiers, habitués dès leur naissance au bruit de l'ULM. Romain a élevé des cygnes pour le tournage au Vietnam. Mais là encore, c'est l'homme qui se met à la portée de l'oiseau. Dès l'éclosion, on récupère les poussins et on dort avec eux. C'est-à-dire que pendant 5 mois, j'ai dormi avec mes cygnes par terre, avec ma collègue. Et pour vraiment renforcer la cohésion du groupe, c'est une espèce qui est très grégaire, donc le groupe prend une réelle importance. Et nous avons partagé les joies et les peines jusqu'à la fin du film. Et si les oiseaux ont repris leur migration, les hommes, eux, gardent la nostalgie d'une aventure inoubliable, celle d'un rêve inaccessible, devenu réalité, voler avec les oiseaux. Jacques Perrin, bonsoir. Faut-il être inconscient, passionné, presque illuminé pour avoir osé imaginer, réussi à filmer ce qui semblait l'inatteignable? Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir? Soulagé, satisfait? Non, c'est vrai que presque on pourrait dire que l'histoire se poursuit, mais vous savez, quand ce rêve est là et que vous avez déjà les premiers indices, il y avait l'exemple de Bill Leishman, Canadien, qui avait volé déjà avec des bernaches du Canada il y a une dizaine d'années, et qui nous invitait à faire ces voyages. Mais quand vous vous rendez compte que par la technique, et puis surtout par le poème cinématographique qu'on voulait faire, le désir est tel qu'un tel projet se fédère des techniques, des talents, et voilà, c'est un groupe de personnes qui a fait ce film. Et lorsque vous me citiez comme réalisateur, je rappellerai qu'il a été fait avec Michel Debatz et Jacques Cluzot, et c'est vrai qu'on a emporté aussi autour de nous nombre de directeurs de la photo, et c'est tous ces co-réalisateurs, directeurs de la photo qui ont accompagné, qui ont assisté, c'est vrai, il est vrai, depuis la nuit des temps, on en rêve, depuis le Mémoire d'homme, c'est quoi? C'est aller là-bas, au-dessus des nuages, de rejoindre les horizons, et puis à un certain moment, cette difficulté, elle est devenue accessible, et puis on s'est plongé dans cette réalité des navigations aériennes, et cette réalité devenait complètement irréelle. C'est vrai que le rêve de tout homme, vous le disiez, est de voler, et vous nous offrez un véritable opéra où l'on découvre donc ce monde des oiseaux, et on les accompagne si près en vol, on en reste le souffle coupé. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez vu en voyant vous-même les images, après coup? Non, de dire que je les ai vus après coup, je les ai vus pendant, mais effectivement, comme le rappelait un de nos accompagnateurs d'oiseaux, il y a des moments que l'on ne peut pas raconter. D'ailleurs, c'est mieux qu'il n'y ait pas seulement les mots, mais qu'aux mots se substitue la force des images. Et la force des images, c'est pas sur le plan esthétique, non, c'est tout simplement, voilà, comment font-ils? Puis aussi, c'est accompagné du grand mystère des oiseaux. Comment font-ils? Quel est le mystère de ces migrations? Et plus on s'approche d'eux, plus il y a un sentiment affectif, bien sûr, qui se déclare, et en même temps, on dit, mais je les connais de mieux en mieux, et j'arrive pas du tout à les comprendre, parce que ce qu'ils font, on n'en a pas d'entendement. Alors peut-être on pourra en venir, et ce n'est pas anecdotique, à l'histoire de ces oiseaux qui sont les stars. Ils ont été accompagnés avant même leur naissance, selon donc des théories bien précises, des théories scientifiques de Konrad Lorenz. Vous pouvez nous en dire quelques mots? De Konrad Lorenz. Oui. Oui, de Konrad Lorenz, on connaît Konrad Lorenz, ce scientifique autrichien, et on connaît la fameuse photo où il avait une oie sur sa tête, 2 oies sur les côtés, et c'est le premier qui n'observait, et non pas simplement d'une façon biologique, mais qui observait l'identité de l'oiseau jusqu'à apparaisse, naisse la chose formidable, c'est qu'entre l'homme et l'oiseau, il peut exister un rapport. Et effectivement, ces jeunes gens qui ont accompagné pendant 3 mois, pendant 4 mois, bon, de dormir, ce qu'indiquait aussi Romain tout à l'heure, de dormir avec eux, de partager tous les instants, et on ne peut pas dire qu'il y a eu un travail, non, il y a eu la connaissance de l'autre, et quand l'autre, on ne devine pas tout à fait, qu'il est toujours rempli de mystères, alors on continue ce voyage, qui n'est pas simplement dans les airs, mais qui est le voyage vers l'autre. Et donc, je me disais,
Au bout d'un certain temps, c'est plus le sentiment de paternel qui est auprès d'eux, mais c'est quoi la complicité, la connivence, et finalement, l'un passant à l'autre, il y avait ces oiseaux qui guidaient, puis de temps en temps, c'était au contraire le pilote, le caméraman qui les guidait. Vous en parlez merveilleusement. Une toute petite dernière question. À un moment du film, des oies passent à New York, tout près du World Trade Center, et évidemment, une image qui reste inoubliable pour des raisons que vous ne pouviez soupçonner. Oui. D'ailleurs, on s'est posé la question, la scène de New York a été montée au mois de juin. Et on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, depuis les événements, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le souligner musicalement? Est-ce qu'il faut le rendre muet? Et puis, donc, de toute façon, c'était attaché trop de force, trop de symboles. La meilleure chose, c'était de laisser tel qu'on avait prévu avec la chef monteuse, Marie-Joseph Yoyotte. Et on peut dire que si effectivement ces 2 tours ont passé, sont détruites, il y avait des oiseaux qui passaient devant. Et l'année prochaine, maintenant, il n'y a plus de tours. Mais il y aura toujours des oiseaux qui passeront devant et d'une certaine façon, c'est une notion d'espérance. Merci Jacques Perrin d'avoir répondu en direct à nos questions et bravo pour votre film. C'est donc la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres du Jamais Vu. Des milliers de gendarmes qui manifestent à Marseille mais aussi pour la première fois à Paris. Ils sortent de leur devoir de réserve, un mouvement qui prend une véritable ampleur. Et puis la capitulation de Kandahar qui signe la chute du régime des talibans, un régime qui n'existe plus, proclame le chef du nouveau gouvernement intérimaire. Le Mollah Omar aurait fui, pas de traces de Ben Laden. Dans un instant, la météo, Valérie Alexandre, puis le point route, Valérie Maurice, et puis bien sûr à 20h50, le Téléthon. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.